Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, venue de Chine, du Vietnam ou encore du Japon, d'imposantes statues, estampes et sculptures habitent le musée Tchernouski. Découverte. Directeur de l'agence RDAI, Denis Montel a à cœur de mettre l'artisanat au service du luxe, c'est notre invité. Tantôt adorée, tantôt détestée, elle fait pourtant son grand retour, c'est la mode des années 90. Luce Couillet tisse des silhouettes géométriques et légères où elle allie des matériaux inattendus, c'est le geste. Et avant de rencontrer l'architecte Denis Montel, tout de suite point de vue. Avec Manet, c'est la saison des asperges toute l'année, notamment avec son œuvre La botte d'asperges, peinte en 1880. À la demande de Charles Efrusier, un collectionneur d'art, l'artiste réalise cette nature morte pour la somme de 800 francs. Tellement satisfait de son travail, le commanditaire le payera finalement 1000 francs. Édouard Manet, ne manquant pas d'humour, décide pour le remercier de peindre une seule asperge et de le lui envoyer, lui précisant qu'il en manquait une à sa botte culottée. Ambiance Apocalypse Now avec Clément Vullier, l'auteur de l'ouvrage L'année de la comète. Ici, le graphisme est au service de l'histoire. Pas de texte, mais des illustrations qui nous plongent dans un monde détruit par un météore où les éléments reprennent leurs droits. Eau tourbillonnante, formes végétales émergeant du sol et activités volcaniques nous content la genèse d'un autre monde naissant, laissant derrière lui le souvenir d'une vie passée. Une véritable symphonie graphique. Trop longtemps restée dans l'ombre de Le Corbusier, rendons aujourd'hui hommage à Charlotte Perriand. Si elle a marqué l'histoire du design, elle laisse notamment un souvenir impérissable avec la lampe Nemo, créée en 1962. Ici, pas de poisson clown ni sous-marin, mais une lampe pivotante apposée qui permet de cloisonner la lumière ou de la laisser s'échapper. Indémodable et intemporelle, elle a depuis été rééditée. Et à la manière d'un phare, elle envoie à nos intérieurs un signal 100% design. Plus de 12 000 œuvres d'art asiatique sont rassemblées au musée Tchernouski. Acquises par le collectionneur du même nom, certaines nous ont livré leurs secrets. Quand on parle de l'art à Paris, vers la fin du 19e siècle, on pense aux impressionnistes, on pense à Manet, et très vite on prononce le mot de japonisme. Donc, cet intérêt majeur pour l'art asiatique, il était vraiment important pour tous les artistes de ce temps. Ce temps, c'est celui de la naissance d'un hôtel particulier en plein Paris. Un palace au nom italien qui renferme toute une mémoire de l'art asiatique. À l'époque, son propriétaire, c'était lui, Henri Tchernouski. Tchernouski est né en Italie en 1821. Sa vie a été à la fois très mouvementée et aussi parsemée de grandes surprises. En une seule vie, il a fait de la politique en Italie, il s'est distingué comme financier et économiste en France et a pris un tournant décisif au cours d'un long voyage en Asie. Ce qui fait de lui un voyageur hors du commun, c'est qu'au cours de son voyage, il va collectionner près de 5000 objets. Donc c'est une collection hors norme. Une collection telle que dès son retour en France en 1873, ses encombrants souvenirs de voyage ont fait l'objet d'une exposition monumentale au Palais de l'Industrie. Cette exposition est un grand succès, si bien que Tchernouski achète ce terrain, fait construire cet hôtel particulier dans lequel il va pouvoir disposer ses collections, mais aussi vivre. Légué à la ville de Paris, le musée Tchernouski présente toujours de nombreux éléments de sa collection initiale, glanés en Chine, en Corée, au Vietnam et au Japon, d'où provient cet immense bronze de Bouddha, le plus grand d'Europe à l'époque. Évidemment, cet espace, il a été conçu principalement pour cette statue monumentale du Bouddha, même s'il faut imaginer, à l'époque de Tchernouski, des centaines d'œuvres autour d'elle. Au fil des rénovations, le lieu de vie est devenu musée.
En ordre chronologique, du néolithique à nos jours, 5000 ans d'art asiatique se déploient, des objets du quotidien, des pièces esthétiques ou cultuelles, comme ce vase rituel chinois, vieux de plus de 3000 ans. Nous sommes à côté d'un des objets les plus importants de la collection. Parfois, on parle du vase au tigre dévorant un être humain, et parfois, on parle du vase à la tigresse allaitant un être humain. Une complète alternative entre la prédation et la protection. C'est un objet qui est vraiment plein de mystères et qui conserve en partie son mystère. Ici, chaque objet est chargé d'histoire. Autour de rites, d'art et d'artisanat, de techniques qui se partagent toujours de l'autre côté du globe. Des histoires qui se poursuivent dans le musée. Cette statue, restaurée il y a quelques années, a livré de nouveaux secrets. La découverte d'une inscription en 3 langues au pied de la statue a permis de comprendre qu'elle était destinée à un public multiple. Cette sculpture a pu servir de cadeau diplomatique afin de tisser des liens entre Lhasa et Pékin. Parfois, c'est aussi une histoire plus proche de la nôtre qui se cache dans ces vitrines. Ce tigre japonais en bois a vécu bien des péripéties après son arrivée à Paris. Il se raconte qu'il a trôné quelque temps chez la célèbre actrice Sarah Bernard. Certains disent même qu'elle était venue en laissant le tigre dans le fiacre devant l'hôtel particulier, en disant qu'elle avait donc besoin de toute urgence de réaliser une somme d'argent et qu'elle savait que son tigre serait très bien accueilli dans la demeure de Tchernouski. Gentleman, cet amoureux de l'art et du voyage, laisse donc ce patrimoine immense enrichi au fil du temps. Entre ces murs, le Paris de Tchernouski se poursuit. Offrir aux visiteurs une promenade imaginaire à travers l'Asie d'hier et d'aujourd'hui. Directeur artistique et architecte Denis Montel revisite les espaces et donne aux intérieurs un souffle nouveau. Nous l'avons rencontré pour vous. Si petit Denis Montel voulait être archéologue, l'architecture s'est vite imposée à lui. Après ses études, il fait la rencontre fortuite de l'architecte Réna Dumas et intègre son agence RDAI. Agence iconique des années 70, dont le nom figure sur toutes les boutiques Hermès du monde, Denis devient son bras droit et lui succède en 2009. La maison Hermès de Shanghai, la cité des métiers Hermès à Pantin, les bains parisiens ou le projet OnePulse à Orlando sont autant de réalisations que Denis a insufflées. Et parmi ces projets, de nombreux concours, une dynamique que Denis Montel juge vitale dans le quotidien d'un architecte et de son agence. Je dirais qu'on est régulièrement soumis à cet exercice de compétition, qui est un exercice toujours assez difficile, où on donne énormément, beaucoup de temps, de créativité, d'efforts, de concentration, avec des potentiels d'être lauréat, ce qui est formidable, ou bien parfois de perdre aussi, ce qui est plus désagréable. Mais je dirais que c'est important pour conserver aussi une forte dynamique dans nos équipes. Et on est de plus en plus, je dirais, vers ce type de commande. Une équipe bien ancrée où dialogue et exploration sont de mise et co-dirigée par Julia Cap, qui connaît bien la maison pour l'avoir intégrée en 1998. Ensemble, on arrive à gérer tous les projets comme ça, dans une vraie complémentarité et on peut presque parfois répondre à l'un et l'autre avec les idées. Et c'est ça qui marche très bien parce que comme on a la même vision et vue de notre rôle comme architecte et comment on peut faire dans les projets, et je pense que les projets en profitent beaucoup. Et c'est bien aussi pour les équipes parce qu'ils voient que nous avons la même attitude et volonté. Animé par l'essence, Denis Montel et ses équipes attachent une importance particulière aux émotions que peuvent provoquer les matières, à tel point qu'une salle entière leur est dédiée. La matière est vraiment quelque chose de clé et de déterminant. Parfois, les projets démarrent presque autour d'idées, de matière.
Et au-delà du toucher, c'est un ensemble de sensations provoquées par la matière. D'abord, il y a un rapport à la distance. C'est vrai que le toucher, c'est quand on est plutôt dans la discipline dans la proximité. Et là, on parle plutôt de l'architecture intérieure. Alors qu'à une échelle plus architecturale, le rapport n'est pas le même. On ne cherche pas les mêmes effets. On va plutôt chercher des mattetés, des brillances. La notion d'échelle de la matière n'est pas la même. Donc c'est important aussi je dirais, on travaille beaucoup le rapport de la matière à son échelle, à sa destination finale. Régulièrement, Denis Montel et son agence transcendent la matière et amènent certains des nombreux artisans qui les accompagnent dans leurs projets à pousser le curseur vers des terrains parfois inattendus. Leur savoir-faire traditionnel, on les emmène vers des formes beaucoup plus contemporaines. Et c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est d'apporter le savoir-faire, l'intelligence du métier, de la main, dans des créations originales et contemporaines. Un challenge qui plaît à l'atelier d'artisans Soé Stukestaff, avec lequel Denis Montel et son agence RDAI ont collaboré à de nombreuses reprises. On aime bien avoir des petits challenges avec des travaux qui sortent de l'ordinaire et qui mettent notre entreprise et notre matériau en valeur. Parce que le plâtre est quand même un matériau assez formidable avec lequel on peut faire tout. Il suffit juste d'avoir des idées et puis la compétence pour le mettre en œuvre. Et parmi les visites qui rythment le quotidien d'un architecte, il y a les visites de chantier. Avec un peu d'imagination, il faut se projeter dans des chambres d'hôtel, imaginées pour un projet majeur de la ville de Paris, Morlan. Un programme de plus de 45 000 m² dont plusieurs architectes se sont partagés la création. In fine, la réalité de notre travail, c'est de réaliser des lieux, des espaces. Et donc le chantier, c'est la deuxième vie, je dirais, du temps de l'architecte dans la conception jusqu'à la réalisation. Le relais est passé à d'autres acteurs qui transforment le dessin en réalité. Comme un metteur en scène, Denis Montel crée des lieux et des atmosphères intemporelles où matériaux, travail de la main et nouvelles technologies s'assemblent en harmonie. Bonjour Denis. Bonjour. Denis, l'architecture, ça a toujours été votre passion. Après le bac, vous êtes tout de suite rentré dans une école d'architecture à La Défense. Qu'est-ce qui vous faisait rêver à ce moment-là ? C'était une discipline qui m'attirait énormément. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être archéologue. Et puis en fait, j'ai cru mélanger. Je pense que j'avais déjà une appétence pour l'envie de construire. Je ne savais pas véritablement ce que c'était quand j'ai commencé mes études. Et j'ai découvert tout un monde qui m'a fasciné. J'étais passionné par l'histoire de l'architecture, par comprendre. Je suis rentré dans quelque chose qui me dépassait et qui est devenu une véritable passion. Et c'est vrai, vous êtes rentré en architecture comme on peut rentrer dans les ordres, en quelque sorte. Oui. Jusqu'au moment où vous avez fait une rencontre très importante dans votre vie avec Renat Dumas. À l'occasion, vous avez rénové ou conçu l'appartement de sa fille Sandrine. Et cette rencontre était déterminante pour vous. Oui, c'était une rencontre, je dirais presque de hasard. Quand j'ai fini mes études, je suis devenu très vite indépendant. J'ai fait ce choix. Et puis, j'ai fait quelques appartements, notamment celle d'une amie, qui était la fille de Renat Dumas. Et Renat Dumas m'a passé un coup de fil. Elle m'a dit « Je sors de chez ma fille, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble ?» Il faut peut-être dire qui est Renat Dumas et son lien avec la maison Hermès. Renat Dumas elle est décédée il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'était la femme d'un des grands présidents d'Hermès qui s'appelait Jean-Louis Dumas. Voilà, donc c'était un couple très proche, très uni. Elle était une jeune architecte grecque talentueuse quand ils se sont rencontrés. Et puis maniait son mari autour d'un premier magasin. Et puis voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots l'esprit que vous avez, vous, insufflé à l'agence ? Je pense que j'ai apporté une sorte de légèreté. Alors c'est un peu bizarre comme mot. Non, mais c'est pas bizarre. Renat était une femme très rigoureuse. Il avait un caractère très familial avec ses équipes, mais une grande rigueur.
Et moi, je pense que j'apportais un peu de fantaisie dans cette rigueur, donc un peu de légèreté, je dirais, de la curiosité, du dialogue. En 2014, vous gagnez pour la Cité des métiers à Pantin l'Équerre d'argent. C'était une grande fierté puisque c'est un prix français aussi. Et d'être reconnu dans son propre pays, on sait que ce n'est pas toujours évident. C'est difficile, c'était une grande fierté pour plusieurs raisons. Déjà que c'était la Cité des métiers, Hermès à Pantin, est le premier bâtiment majeur que je réalise en France. Donc, le premier, ça a déjà une importance en soi-même. Et on obtient le prix de l'Équerre d'argent, qui est un grand prix français de l'architecture, la même année. Donc c'était absolument formidable. Quand on parle d'architecture, on parle de lumière. On ne peut pas ne pas parler de lumière. La lumière est presque une matière, à part qu'on a du mal à la saisir, elle est mouvante. C'est ce qui fait que c'est ce qui amène la vie, en fait, dans un endroit. De vivre avec l'instant. Donc la nuit, le jour, le matin, les nuages font que l'ambiance d'un lieu n'est pas le même. Donc finalement, votre définition de l'architecture, c'est peut-être aussi ça, vivre avec l'instant? Ben oui, je pense. Vivre avec son temps? Vivre avec son temps. Merci beaucoup, Denis. Merci. Éclectique et audacieuse, elle a longtemps été dénigrée. La mode des années 90 revient en force sur les podiums pour notre plus grand bonheur. On les a critiquées, reniées, détestées. Elles reviennent pourtant chaque saison nous rappeler leur interminable influence. C'est l'éternel retour des années 90. Dans la mode, elles sont à la croisée de tous les styles émancipateurs et avant-gardistes. D'un minimalisme cérébral à une exubérance décomplexée, à laquelle Saint Laurent rend hommage aujourd'hui, avec une collection tout en sequins, bijoux, fourrures et couleurs pop. Cette décennie de tout et son contraire démarre avec le style grunge. Marc Jacobs le fait défiler en 1993 sur le podium de Perry Ellis. Une collection jugée trop débraillée qui lui vaut un licenciement. Pourtant, le style perdure, aujourd'hui repris par Etude ou bien par Cool TM. Entre-temps, Marc Jacobs est devenu l'un des créateurs les plus influents de l'histoire. À l'automne 2020, il rend hommage au minimalisme des années 90 avec des petites robes unies qui rappellent les premières heures de Miuccia Prada, dont l'influence a marqué cette période. Son style, tout en épure et transparence, a posé les bases d'une mode qui n'a rien perdu de son efficacité et qu'elle remet au goût du jour pour l'été 2021. Les lignes sont nettes, subtilement évasées, les robes en nylon rappellent les sacs qui l'ont rendue célèbre à l'époque. Chez Miu Miu, elle joue sur une mode sportive, également héritée des 90s, qu'elle traite en version pop et colorée. Les années 90, ce sont aussi les pantalons cyclistes façon Lady Diana, le ton sur ton et le denim délavé, repris chez Balmain à l'été 2021. Sur le podium de Dolce & Gabbana, c'est la fin de la décennie qui revit. Une mode synthétique, fluo, techno, bref explosive, qui bouge à 100 à l'heure et prépare son entrée dans le nouveau millénaire. Mais ce qui reste de cette époque mythique, c'est avant tout ses top modèles. On pense à Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford ou Linda Evangelista, les premières mannequins stars. En 2018, Donatella Versace les invite sur son podium en hommage à son frère Gianni, dont elles étaient les muses. Une façon de faire revivre encore un peu cette décennie inoubliable.
qu'on n'est décidément pas prêt de laisser au passé. Le savoir-faire du tissage est un art centenaire. Luce dépoussière cette technique pour créer des œuvres tout en légèreté. Je travaille sur des formes qui sont volontairement assez géométriques parce que cette abstraction, ça permet de se projeter soit dans un univers végétal, un univers plutôt géométrique, totémique, ou des silhouettes plus anthropomorphiques. Et ça permet de ne pas figer les pièces et d'ouvrir un petit peu plus à d'autres lectures. Ces formes, elles habitent l'atelier de Luce Couillet comme autant de silhouettes aux personnalités plurielles. Parfois imaginées avec des architectes et des designers pour habiller les intérieurs, toutes ces sculptures sont nées sur un métier à tisser. Leur créatrice a bien sûr débuté dans cette discipline avec des fils classiques, mais aujourd'hui, elle tisse aussi du bois, du crin de cheval, du métal ou encore du plastique pour des œuvres artistiques ou décoratives qui repoussent les limites du métier. J'en suis venue à fabriquer moi-même ma trame pour justement me projeter dans des usages un peu différents, autres. Au fur et à mesure en fait, que je tissais, que je fabriquais donc ces matières, ces peaux, tout ça, j'ai vraiment pris goût au fait d'hybrider les matières, c'est-à-dire de croiser ces fils et de créer quelque chose de différent. Une différence qui ne l'exempte pas d'un grand travail de préparation. Elle teste la largeur et la densité de ses fils de chêne, ce qui passe dans la longueur du métier à tisser, et anticipe leur dimension avec cet engin, un ourdissoir. Elle peut ensuite prendre place face à son monumental outil de travail. Il est à l'origine de toute sa démarche. Le travail sur le métier, il y a ce côté très répétitif, quasi obsessionnel. On travaille avec un code qui est binaire, c'est-à-dire que c'est soit des fils de chaîne ou des fils de trame, et il y en a un qui passe au-dessus de l'autre. Ça vient créer ce qu'on appelle une armure, qui va être plus ou moins liée. Son armure du jour débute avec du laiton. Luce confronte ce matériau froid et brillant à la douceur des fils. Donc là, c'est du crin de cheval. Il y a du crin noir, du crin blond. Et donc, on va tester les rayures. Elle confectionne des bandes assez longues pour expérimenter les relations entre les différentes matières. C'est vraiment un outil d'expérimentation qui, sous des airs très obtus, très binaires, en fait, permet de tester beaucoup de choses. Donc voilà, on est dans quelque chose de très premier, très fondamental et très simple finalement, mais qu'on peut complexifier pour construire des matières qui vont être riches. Et c'est passionnant parce qu'avec plein de petits paramètres, en fait, on peut créer des choses très différentes. À partir d'un simple paramètre, Luce déploie des idées, repense son travail sur le métier et interroge la nature et l'identité de ses matériaux. Donc là, c'est du cèdre, qui est très très fin, qui s'apparente presque à du papier en termes d'épaisseur. Ça le projette dans quelque chose qui pourrait être a priori rigide. Ça lui donne une dimension d'objet, je trouve, supplémentaire. Quand chaque séquence est tissée, Luce peut déployer son armure. De le voir dans son ensemble, dans le fait qu'il soit détendu, qu'il soit complètement vivant, ça permet de se projeter un petit peu plus dans ce qui va rendre un peu dans l'espace sa présence, son tombé, sa transparence. On voit beaucoup plus une pièce, et là, je ne suis pas comme quand je le fais, où je le considère brin par brin. Là, je le lis vraiment dans son ensemble. Avec un patron, au laser ou grâce à une simple paire de ciseaux, Luce donne vie à ses tissages. Le fil de chêne devient la colonne vertébrale de silhouettes arrondies, douces, pensées pour s'intégrer dans l'espace. Plutôt que d'utiliser le textile comme une peau, je l'ai utilisé dans son essence première, qui est vraiment ce croisement de fils vertical, horizontal. Tout ce qui peut être découpé, filé, peut finalement être textile, puisque moi je peux les passer dans le métier à tisser. Donc je ne me mets pas de limite par rapport à ça, la seule limite étant techniquement, par rapport au dessin que je veux réaliser, quel matériau va être le plus approprié. Luce envisage aussi un retour au fil classique ou presque à travers le tissage-recyclage de vêtements usagés. Une manière de repousser toujours plus loin le champ des possibles quand le métier à tisser est entre ses mains.
version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!